Je vous remercie. Je souhaite à tout le monde la bienvenue. Et nous allons démarrer. Alors, si on était dans un studio de télévision ou dans le monde du spectacle, c'est-à-dire n'importe où ailleurs, parce que le monde du spectacle est partout, sauf au ministère ici, on aurait une chanson thème pour créer l'atmosphère. Et cette chanson thème pourrait être, les choses étant ce qu'elles sont, de la Révolution dite tranquille, mais on va en parler un peu plus tard. Ce serait ce texte de Stéphane Venn, interprété par René Claude, c'est le début d'un temps nouveau. Alors quand on regarde le texte, parce qu'il faut voir, et c'est là qu'on voit jusqu'à quel point les compositeurs comme Stéphane Venn, qui d'ailleurs a travaillé au ministère, c'est lui qui était responsable de la question culturelle à la délégation au moment où j'étais là comme délégué. Alors donc c'est le début d'un temps nouveau, la Terre est à l'année 0. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. Les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu. Nous voilà devenus des oiseaux. Les couleurs se mêlent sur la peau. Alors, uniquement avec ça, vous pouvez encadrer toute la mythologie, toute le mythe de la Révolution tranquille, tout le besoin de toujours réalimenter ce mythe pour avoir un endroit fondateur, l'année 0, la noirceur avant l'année 0. Nous sommes devenus des oiseaux, je veux dire, on s'en va n'importe où dans la nature, il n'y a pas de problème, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde fait de beaux enfants. C'est le paradis sur Terre. Ça montre jusqu'à quel point, au fond, vous pouvez faire tout un livre d'histoire, soit avec les slogans publicitaires des années que vous travaillez, ou soit avec des compositions d'artistes de cette qualité de Stéphane Venn, qui décrivent mieux que tous les autres, mieux que tous les politiciens, tous les spécialistes, tous les historiens, le mythe. Je ne dis pas que c'était vrai, mais c'est ce qu'on croyait qui était vrai, ou ce qu'on espérait qui était vrai, etc. Mais en tout cas, c'est autour de ça qu'on a travaillé. Alors voilà donc le climat de l'époque, en tout cas celui qu'on retient. Il y a quelque temps, on ne fait pas l'histoire par les journaux, parce que les journaux déforment la réalité. Les journaux ont leur culture et ils interprètent avec leur grille culturelle les événements. Exemple, le Devoir ne voit pas avec les mêmes lunettes disons, gouvernement Charest que le journal La Presse sur la réforme constitutionnelle, etc., etc. Donc, il n'y a rien de plus tendancieux. Il faut faire attention, il n'y a rien de plus tendancieux que les journaux, parce que c'est pas la vérité. C'est l'interprétation de la vérité par leur culture médiatique de tel ou tel journal. Il faut retourner dans les archives. Et par un hasard de recherche avec un ami, je suis tombé sur 2 lettres sur cette Révolution tranquille. Les 2 auteurs, les 2 pères fondateurs, supposément, de la Révolution tranquille, Jean Lesage et Georges-Émile Lapalme. Dans son texte, dans sa lettre, j'aurais dû les apporter, mais j'ai négligé, il explique qu'il ne veut plus entendre parler de ce mot Révolution tranquille. Ça n'a rien à voir avec la vérité, s'il vous plaît, cessez ça. Et Georges-Émile Lapalme, dans une autre lettre, a à peu près la même expression. Il ne comprenait pas pourquoi on était parti avec ces idées-là, etc., etc., etc. Donc, sur place, mon point, tout ce que je veux avancer avec ça, c'est que sur place, à cette époque-là, il n'y a personne qui pensait qu'il faisait une révolution. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une analyse à faire sur le mythe de la Révolution tranquille, sur comment est-ce que ça a progressé pendant les décennies qui ont suivi, aller jusqu'à aujourd'hui. Où aujourd'hui, le gouvernement du Québec dit il faut commémorer le 50e anniversaire de la Révolution tranquille. Extraordinaire. Surtout quand on connaît et qu'on sait, malheureusement, que le gouvernement du Québec n'est pas porté sur la commémoration. Je me souviens quand j'ai été, entre autres fonctions, président de la commission des biens culturels ici, avec des sociologues et des historiens, on avait fait une étude poussée sur la commémoration. La commémoration en Angleterre, en France, aux États-Unis, dans les autres provinces.
Et on en était revenu à la conclusion, à peu près textuelle, que le Québec est un des rares États de l'Amérique du Nord, pour ne pas dire le seul État, qui n'a pas de politique officielle de commémoration. Il n'y a pas d'encadrement sur la commémoration, n'a pas de comité consultatif, etc., comme on trouve à peu près partout. Alors comment se fait-il que ce gouvernement, je veux dire, qui n'est pas porté sur la commémoration, tout d'un coup décide qu'on va mettre de l'argent, puis on va célébrer le 50e anniversaire de la Révolution tranquille, comme s'il y avait eu une date de fondation, puis rien avant, puis tout après. Il faudrait s'interroger, à mon avis, le vrai colloque qui serait là-dessus. La chose la plus intéressante serait là-dessus. Pourquoi la société québécoise a-t-elle tellement besoin de ce mythe fondateur qu'elle l'a créé, qu'elle l'alimente régulièrement, et que de mettre en cause ce mythe est tout de suite perçu comme étant un mauvais Québécois? Le mythe a été statufié dans la nouvelle religion civile, et on n'a pas le droit d'y faire des graffitis, on n'a surtout pas le droit d'y donner un coup de marteau. Je veux dire, on a figé dans le béton ce qu'on croit qui aurait dû se passer ou qui s'est passé, et à partir de là, on gèle l'évolution. Alors que, pour moi, le 50e anniversaire, le gouvernement aurait dû, c'est un mot malsain, sans éthique, détourner quelques milliers de dollars de ce qu'il a avancé pour organiser des travaux par des historiens sur des thèmes, disons, de gouvernement, comme par exemple les 50 dernières années dans le secteur culturel ou le domaine social. En tout cas, faire des études, comme d'ailleurs les Sulpiciers ont fait quand ils ont voulu fêter un anniversaire de leur arrivée à Montréal, je ne sais plus si le 350e ou le 300e, en tout cas. Ils ont engagé des historiens, Dickinson, puis tout ce monde de cette époque-là, et puis pendant 2-3 ans, ils ont travaillé, et puis la communauté a publié un livre. C'est une histoire vue d'aujourd'hui, c'est pas telle vue par le 19e siècle, mais au moins, on a consacré ça à la réflexion. Moi, j'aurais préféré ça. On aurait montré plus de maturité, puis on aurait dit, voilà, il y a là un mythe, ou il y a là une réalité, on va l'étudier sérieusement pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quelles sont les conséquences, etc. Mais on n'a pas voulu faire ça, on a statifié la chose. À mon avis, le 50e anniversaire aurait dû être une invitation à débattre de cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que oui ou non, il y avait eu un air de noirceur, puis etc. Alors donc, domaine de débat. Sur la réalité. Un questionnement sur la construction des imaginaires. Nous sommes un peuple particulier, nous, ici. Largement minoritaire en Amérique du Nord. 1,7, 1,8% de l'Amérique du Nord. Parce que cessons de nous voir dans le Canada, on est dans l'Amérique du Nord, avec 98% des gens qui sont de langue anglaise. On n'est pas en Europe, avec 27, 30 langues, puis 25, 26 pays, on est ici. Et on est minoritaire au point que dans quelques années, il y aura plus d'hispanophones aux États-Unis que de francophones au Canada. Alors, plus minoritaire que ça, là, comme dirait Séguin, tu meurs. Hein? Donc, ça a des réactions collectives, cette chose-là, et c'est peut-être pour ça qu'on s'attache à des choses semblables et qu'on a peur d'en débattre, de le remettre sur l'affaire. À mon avis, il y a un acte de raison à poser devant la Révolution tranquille. Je ne crois pas qu'on puisse aider personne avec une hagiographie, c'est de célébrer, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Je veux dire, une fin de génération qui a besoin de se confirmer qu'ils étaient extraordinaires quand ils étaient en fonction. Et puis il faut transmettre ça à la nouvelle génération pour voir, voyez comment nous on a été bons avant de partir, on a investi une dernière fois dans la mythologie. J'aimerais mieux débattre de cette question-là, et on aura peut-être à la période des questions de voir ça. Parce que dans mon esprit, il y a un côté subliminal dans cette question-là. Il y a une illusion rétrospective. On voit la Révolution tranquille dans la lumière, dans le miroir, là d'à côté, et c'était extraordinaire. Le temps passé, là, il y avait des ministres qui avaient des visions, là, il y avait des budgets, là, il y avait une société qui répondait à nos besoins, là, l'État dirigeait la société, etc. Le rétroviseur, une illusion rétrospective. Ceci étant dit, il y a aussi
un fondement. Je veux dire, je ne veux pas tout simplement dire il s'est rien passé, c'est pas ça du tout, mais je crois qu'il faut prendre une distance. C'est peut-être mon côté historien, dans le sens que j'ai fait toutes mes études universitaires en histoire, sciences politiques, ce besoin de prendre une distance entre l'événement et la réalité. Surtout que il y a une inversion à faire dans la vie, en histoire. On commence par regarder par la fin de la période précédente, alors qu'on devrait s'en aller au début de la période précédente. Si on veut réellement comprendre, et c'est ça, l'histoire, on fait l'histoire de ce côté-là et non pas de ce côté-là. Alors, si on veut comprendre, disons, la période d'avant, des années 30, 40, 50, qui ont fait le Québec des années 60, ben, on part avec la fin de Tachereau, puis pourquoi Duplessis a renversé ça, puis là, on avance tranquillement, les questions constitutionnelles, les années 50, the 50s. J'avais un livre il n'y a pas longtemps, ça va tellement vite, il y a quelques années, je lisais, un livre américain assez volumineux, The 50s. Que les années 50, c'est là que les choses se sont passées. C'est là qu'on a inventé les Holiday Inn, parce que les voitures faisaient qu'il y avait des transports. Les constructions ont été des années 60. C'est à cette période qu'on a, enfin, toute la communication, les avions. C'est sûr que si on avait la même difficulté à aller en Europe que dans les années 30, il n'y aurait pas eu les contacts de coopération comme il y a eu dans les années 70, etc., etc. Donc, le vrai concept des années 60, c'est the 50s. C'est extraordinaire tout ce qui a été mis de l'avant. Pourquoi les années 50s, ça a été un ébouillement, comme ça, là, une émulsion là, totale? C'est que on sort des crises, on sort de la crise économique des années 30, on sort de la guerre. Après la guerre, il y a eu la construction de l'Europe. Écoutez, c'était massif ce problème-là. Il y a eu la décolonisation, des guerres de décolonisation en Orient, partout. Et il y a eu la guerre de Corée qui a été un affrontement majeur. Donc, on a pompé beaucoup d'argent. Et quand on est arrivé à l'affaire de la guerre de Corée, là, on avait l'argent pour lancer des programmes de développement des sociétés en matière d'éducation, de sciences, d'hospitalisation et tout. Et la même chose se passait au Québec. Mais on coule un mur de béton entre ces années-là et après. Toutes ces années 50, la révolution, si révolution il y a sur la question constitutionnelle des années 60, est attachée à la commission Rowell-Sirois des années 39, à la question des impôts que le gouvernement fédéral a utilisé durant la guerre et ne voulait pas, contrairement aux promesses, les remettre aux provinces. Il y a eu toutes ces conférences fédérales provinciales où Duplessis défendait le butin du Québec, au fond. Et puis, il y a eu la commission Tremblay qui a fait le point sur la question constitutionnelle. Et c'est ce document que le sage a mis sur la table quand il est arrivé à la première réunion dans les années 60. Il n'avait pas inventé le marteau, il était déjà là. Autre phénomène. Donc, à mon avis, il y a une continuité. Si on veut comprendre les années 60-70, on ne doit pas faire abstraction de ce qui s'est passé avant en disant « Pouf, c'est la noirceur, le Québec est venu au monde dans une feuille de chou le 22 juin 1960, descendu du ciel, dans une espèce de tableau de Michel-Ange, où le doigt de la lumière, le doigt du siècle de la lumière touche au doigt de le sage, et puis on entre dans un monde nouveau. » Puis là, on arrive à la chanson de Stéphane Venn. Franchement, alors, je veux dire, on devrait avoir plus de raisons à regarder ça. D'autant plus que la fin des années 50, c'est les fins de régime. Les fins de régime, c'est toujours pénible. Mais c'est l'image qu'on garde de la génération suivante. Parce que l'opposition s'est bâtie sur la fin du régime de celui qui l'a précédé. Prenons des exemples ailleurs. Toute la campagne de Kennedy s'est basée sur la fin du régime de Eisenhower, qui était là depuis un certain temps, qui était un peu comme Louis Saint-Laurent ici, Uncle Louis, puis une espèce de paternalisme. Alors, donc on bâtit sur la fin du régime. Et les fins de régime sont toujours pénibles. Regardez René Lévesque, les 2 dernières années, réellement, quand on regarde sérieusement, c'est pénible. Regardez Jean Drapeau, c'est pénible. Regardez Robert Bourassa, c'est pénible. Regardez Duplessis, c'est pénible. Bon, on peut parler d'Hepburn, on peut parler d'un grand nombre de personnes. Il y avait à la fin, ces fins de régime-là
Malheureusement, c'est pénible et il faut toujours éviter la dernière élection. C'est sûr que si Duplessis, en 56, avait passé à sauver en 58 le bâton, comme normalement ça aurait dû se faire, on aurait été dans un autre monde, ça aurait été fait différemment. Les mêmes choses se seraient faites, mais on n'aurait peut-être pas la même mythologie, etc., etc. Donc, les fins de régime, c'est très, très important parce qu'on bâtit la nouvelle équipe sur la fin de régime. Alors voilà, la noirceur, voilà qu'il n'y avait rien qui marchait, puis bon, c'était pénible de vivre au Québec, etc., etc. Mais comment expliquer que tous ceux qui ont dirigé la lumière étaient issus de la noirceur? Ça, c'est un autre problème qui est difficile à débattre. On ne veut surtout pas en entendre parler. Or, la Société du patrimoine politique que j'ai initiée il y a quelques années a comme objectif d'approfondir les connaissances politiques du Québec et d'y faire moyen de mettre en valeur ces choses-là. Alors, depuis quelques années, on a organisé des colloques régulièrement à la salle Papineau ici, fin septembre. Bon, des colloques universitaires, c'est pas des affaires très populaires, mais quand même, on a différents thèmes, comme cette année, au mois de septembre, ce sera le début là, du ministère de la Culture. Là. Je ne sais pas exactement l'expression, mais en tout cas, c'est en 61, alors voilà, la culture. L'année suivante, on va faire un débat qu'on est en train de préparer sur Radio-Canada et l'évolution de la pensée politique au Québec, pour marquer un anniversaire quelconque, l'ouverture de la télévision dans les années 50, etc., etc. Alors, quand on est arrivé, il y a 2-3 ans, bon, tout le monde va y venir, 50e anniversaire de la mort de Duplessis, c'est peut-être le temps de regarder un peu ce qui s'était passé. Avec une autre génération d'historiens. Sortir du mythe, disons, de Radio-Canada et tout, là, pas assez longtemps qu'on entend parler de ce mythe-là, là. Quelle est la réalité? Donc, on a formé un comité scientifique et puis on a demandé à des jeunes historiens, des jeunes chercheurs, archivistes et autres, aller dans la nature puis revenir avec des thèmes. Là. Bon, chacun n'est pas allé s'épivarder où il voulait, il y avait quand même un cadre de référence, mais voir un peu plus avec un œil nouveau, avec une nouvelle grille, avec des lunettes différentes, non pas avec le mythe là, ou le poids de la propagande libérale des années fédérales, entre autres, parce qu'il ne faut jamais oublier pourquoi Duplessis a ébranlé le fédéralisme canadien. Il ne faut pas oublier ça. Là. Je veux dire, à Ottawa, Radio-Canada, il n'y avait pas en odeur de sainteté. Il fallait casser cet homme-là parce qu'il était dangereux. Malheureusement, les autres ont continué après, mais à ce moment-là, c'était très important de s'assurer qu'on ne reviendrait pas à ces batailles des années 50. Alors, donc, on s'est associé avec l'Université de Québec à Trois-Rivières, puis 2 jours de colloque à Trois-Rivières, une journée ici, puis il est sorti. Septentrion a publié les actes du colloque. C'est très intéressant parce que les témoignages ne sont pas les mêmes. Quand c'est toute la question de l'étatisation de l'électricité par rapport à l'électrification rurale, comment Duplessis avait fait ça, et puis comment ça réglait le problème de quasiment 70 à 75% des gens au Québec qui n'avaient pas d'électricité. Je veux dire, il faut replacer dans le contexte les choses et non pas les voir 20 ans après, mais au moment où il se passe. Alors, tellement qu'il y en a qui ont dit, bon, ben, on est en train de vouloir sauver Duplessis. C'est pas ça du tout. C'est que chaque génération fait l'histoire avec ses propres préoccupations, avec sa propre recherche. Alors, dans ce sens-là, ça a été intéressant. Alors, venons maintenant un peu plus à la chose réelle. J'ai eu l'occasion, comme on dit, c'est les hasards de la vie, j'ai été très actif dans ces années-là. À la fin des années 50, j'étais très actif dans la Société Saint-Jean-Baptiste, qui était à ce moment-là les mouvements nationaux très importants dans le cadre du Québec. J'étais le premier président non membre de l'Adjor-Cartier, élu à la Société Saint-Jean-Baptiste comme président diocésain, pour la bonne raison, je ne savais même pas que ça existait, l'Adjor-Cartier, mais ça a été pour eux autres un choc énorme qu'un jeune incontrôlé et incontrôlable, veut dire, je ne sais plus, 25-26 ans, se réveille président d'une Société Saint-Jean.